bienvenue à Mille et une Culture, votre émission sur la diversité culturelle. Dans cette émission, on vous amène encore voyager. Cette fois, on va à Londres voir Renée Mendy, journaliste à BBC notamment, fondatrice et éditrice en chef du web magazine Femmes au pluriel. Renée est aussi l'auteur du livre Élégance africaine, tissus traditionnels et mode contemporaine aux éditions alternatives Gallimard en 2002. Avec nous en ligne depuis Londres, Renée Mendy. Bonjour Renée. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait super plaisir, Renée. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous êtes à Londres. Parlez-nous un peu de ce parcours de Saint-Louis du Sénégal où vous êtes née, à Londres, où vous travaillez pour la BBC notamment, en passant par la France. Vous êtes française, donc vous êtes franco-sénégalaise. Vous avez fait vos études au lycée Paul Éluard et à la, excusez-moi, et à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. C'est quoi ce parcours qui vous mène du Sénégal à Paris et à Londres? Oui, alors pour faire court, moi je suis née effectivement à Saint-Louis, donc comme tout le monde le sait, c'était l'ancienne capitale. Je suis née dans les années donc 70 et mon papa était à l'époque censeur du lycée Faidherbe. Donc je suis née vraiment dans un très très joli contexte. Et après, à l'époque, Senghor voulait que les enseignants de haut grade soient plutôt des conseillers culturels, donc on n'avait pas encore de diplomate de carrière. Et donc c'est comme ça que mon père, à la faveur d'une affectation, s'est retrouvé à Paris en tant que, à l'époque, il était deuxième conseiller culturel à l'ambassade du Sénégal à Paris. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à Paris. Vraiment, j'avais 6 ans et demi. J'ai fêté mon 7e anniversaire là-bas. J'ai fait toutes mes études, effectivement, à la Sorbonne Nouvelle, où j'ai étudié à la fois les langues étrangères, la sociologie. Après, j'ai fait un diplôme d'études supérieures à Oxford Brookes University, où j'ai fait en sociologie études des médias et aussi un peu de politique des médias. C'était déjà quelque chose qui me passionnait. Je suis retournée en France, où j'ai travaillé. Et puis, vous savez, la patrie, c'est là où on se sent bien. Donc, j'ai eu envie de retourner à Londres. Et donc, je suis retournée à Londres. Et donc, je suis à Londres depuis bientôt 3 ans, où je suis freelance. Pour la BBC, je suis ce qu'ils appellent broadcast journalist. Voilà. D'accord. Pour travailler à Londres, ça prend d'être bilingue, hein, parfaitement, j'imagine. Mais est-ce que vous travaillez uniquement en anglais ou en français? Ah, c'est une très bonne question. C'est vrai parce que la BBC, c'est assez particulier, puisque vous savez, BBC a un service qui est regardé par des millions de personnes à travers le monde. C'est BBC World Service. Donc, le service dans lequel je travaille fait partie de BBC World. Et donc, en fait, quand vous cherchez un emploi, quand vous allez dans un board, par exemple, pour un entretien, pour avoir un travail, tout se fait en anglais. Quand vous travaillez avec les techniciens, les réalisateurs, tout se fait en anglais. Donc, évidemment, si vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez carrément pas faire le travail. En revanche, moi, je suis dans un service en français. Donc, quand j'ai présenté, par exemple, pendant 1 an et demi, les news sur BBC Afrique, c'était en français. Là, je travaille sur 2 émissions, Questions d'argent et Cash Echo, qui sont en français. Parallèlement, vous avez votre web magazine Femmes au pluriel, et ça, j'imagine, ça rejoint vos passions, le fait, votre identité africaine, un peu que vous mettez en avant. Absolument, absolument. C'est vrai que femmeaupluriel.com, donc on dit FP pour faire plus simple, c'est vraiment mon petit bébé. Je l'ai créé il y a plus de 7 ans déjà. L'idée, c'était de donner la parole aux femmes du monde, à toutes les femmes. J'estimais que quand on ouvrait un magazine panafricain, on voyait que des femmes africaines. Et quand on ouvrait un magazine occidental, on voyait que des femmes blanches. Et je voulais un magazine qui me ressemble et aussi qui ressemble à vous et à mes amis, aux personnes qui m'entourent. C'est-à-dire un magazine avec des femmes qui sont plurielles, qui sont intelligentes, travailleuses, qui voyagent, qui cuisinent un jour de la cuisine vietnamienne, le lendemain, elles vont faire un thieu bouillon ou elles vont faire un pondu. Je voulais vraiment mettre en avant des femmes qui ont différents talents, mais à travers le monde, pas que des femmes noires. Il se trouve que ce sont souvent des femmes qui me ressemblent, mais parfois j'ai mis en avant des Suédoises, des Belges, blanches, voilà. Alors, Renée, des femmes plurielles, des identités multiples, comme on dit au Québec et au Canada, vous serez très heureuse ici. Ça ressemble aussi beaucoup à Londres sur ce plan-là. Parlons maintenant de vos bébés.
votre livre sur les tissus africains, la mode contemporaine, une passion, votre identité que vous mettez en avant encore une fois. Oui, c'est vrai. J'ai écrit le livre en 2001, je l'ai écrit très rapidement, je l'ai écrit exactement en 9 mois, le temps de faire un bébé, donc on peut dire effectivement que c'est mon petit bébé. Il est paru en 2002 aux éditions alternatives Gallimard. C'est vrai que c'est une passion, je l'ai écrit rapidement parce que quand j'écrivais le bouquin, j'étais déjà journaliste depuis une dizaine d'années et j'avais parcouru le continent africain, allant au FIMA, au Niger, allant en Afrique du Sud, couvrir des défilés de mode, Face of Africa, Mnet, allant au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, vraiment dans tous ces pays-là que je couvrais. Et donc, j'avais déjà une bonne connaissance et de la mode, et surtout des modes africaines et de ceux qui la font. Et j'avais pris un certain nombre de notes comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que au début des années 2000, il y a eu sur Paris, aux Galeries Lafayette, un grand défilé de mode avec vraiment tous ceux qui faisaient la mode à l'époque, les Colère de Sceaux, les Alpha D, vraiment tous ceux qui faisaient la mode, les Gilles Touré, etc. Et à un moment, il y a eu un problème de micro. Et donc, je me suis retrouvée évidemment dans le cercle des journalistes avec des collègues de magazines occidentaux qui ne savaient pas quel style qui passait. Est-ce que c'était Colère de Sceaux? Est-ce que c'était un tel? Et donc, du coup, elle me posait une question et après, finalement, tout le monde écoutait mes réponses et mon commentaire. Donc, du coup, je me suis rendu compte, mais sans le savoir, que j'avais une véritable expertise dans la mode africaine et que j'arrivais à déterminer, quand je voyais un défilé, sans qu'on ait dit le nom, qui défilait, parce que je connaissais leur style. Je les avais interviewés des dizaines de fois, aussi bien à Paris que sur le continent. Et donc, j'ai voulu mettre ça en avant et aussi leur rendre hommage. Et rendre hommage à tous ces artisans, à tous ces tisserands, et à la dextérité vraiment de nos artisans africains. Et je trouvais qu'ils n'étaient pas assez mis en avant, alors qu'ils méritaient de l'être. Et donc, je voulais aussi, par ce livre, rendre à César ce qui lui appartenait, parce que j'étais aussi accréditée pour le prêt-à-porter la haute couture pendant 10 ans à l'époque. Et quand j'allais dans les défilés, parfois, on utilisait des textiles du continent africain sans les citer sur les dossiers de presse, ni avant le défilé ou après. Et je trouvais ça assez frustrant. Et donc, je voulais tout simplement rendre à César ce qui lui appartenait. Voilà. Donc, à une époque aussi où ça revient beaucoup, l'appropriation culturelle, puis le fait de rendre effectivement à ces peuples leur propriété, ce qu'ils ont mis en avant, vous misez sur l'authenticité des tissus africains. Donc, quels sont les tissus qu'on peut dire authentiques? Parce qu'il y en a certains qui ne le sont pas vraiment. Oui, en fait, évidemment, les tissus africains, les tissus authentiques, ce sont ceux-là qui m'intéressent, ce sont les tissus nobles, qui en général sont des tissus traditionnels, ancestraux, royaux, et ils ont le point commun d'être faits à la main, donc de ne pas être faits à grande échelle d'un point de vue industriel. Donc, si vous allez par exemple au Cameroun, on aura le ndop. Si vous allez au Sénégal, on aura le rabal. Si vous allez au Mali, on aura le bogolan. Si vous allez au Burkina Faso, on aura un autre tissu, au Ghana, le kente, etc. Donc, j'ai mis tous les textiles que l'on trouve sur le continent africain, à l'exception peut-être des tissus vraiment d'Afrique australe, que je maîtrisais moins, mais vraiment sur pratiquement toute l'Afrique, j'ai mis en avant les tissus africains qui sont des tissus nobles et surtout, j'ai envie de dire, des tissus qui racontent notre histoire. Parce que si notre histoire n'est pas écrite comme les Européens sur des parchemins, notre histoire est écrite sur nos tissus et sur les laits. Donc, c'est ce que j'ai voulu montrer. Vous savez, on peut offrir certains textiles qui portent, par exemple, le symbole de la fécondité, de l'abondance. On peut aussi offrir des corogos de Côte d'Ivoire pour une femme qui cherche à avoir des enfants. Par exemple, chez moi, au Sénégal, le tissu nous accompagne de notre naissance à la mort. Je me rappelle que, paix à son âme, quand mon père est décédé, on a mis nos plus beaux pagnes, nos plus beaux tissus manjac dans son cercueil pour l'accompagner. Donc, c'est dire à quel point nos tissus traditionnels ont non seulement une histoire, ils sont nobles, mais ils nous racontent. Donc, c'est à nous de raconter cette histoire parce que c'est notre histoire, ça nous appartient. Voilà. Puis une fonction, comme vous dites, dans la vie, le tissu mandiaque qu'on met aussi à un enfant, un nouveau-né. Donc, quand c'est le baptême du nouveau-né, ça,
il y a le pagne qui l'accompagne, puis le dernier jour, effectivement, c'est aussi un pagne pour l'amener à sa dernière demeure. Il y a d'autres tissus dont tu parles dans ton livre, René, qui sont faits à partir d'écorces d'arbres. Ça, moi, je te dis, en tant qu'Africaine, je ne maîtrise pas ça, puis j'ai été fascinée de le voir. Mais on va prendre une petite pause pour donner la place à Myriam Matondo, notre chroniqueuse culture, tendance et mode. Et au retour, tu nous parleras un peu plus de ces tissus faits à partir d'écorces d'arbres. La salle André Mathieu a rouvert ses portes et propose au public des spectacles dans le respect des mesures sanitaires. Parmi ces spectacles que vous pouvez aller voir dans la catégorie programmation distanciée, celui d'Andréane A. Mallette ce 28 mai à 19 h. Un spectacle à travers lequel l'auteur, compositrice et interprète souhaite, je cite, s'affranchir des tabous en abordant sans détour des thèmes qui poussent à la réflexion comme la violence conjugale, l'émancipation, la dépression ou encore la confiance en soi. Le conteur Fred Pellerin y sera en spectacle également le 29 mai et troque les contes contre les chansons avec un spectacle intitulé « Je dirais presque rien ». Une présentation qui se veut intime lors de laquelle l'artiste présentera des chansons venues aux membres en pleine pandémie. Les billets en vente sur co-motion.ca. Pour connaître les mesures mises en place, visitez la page mesures sanitaires du même site afin de préparer votre visite à la salle André Mathieu. Dans le même ordre que d'encourager le consommer local, 11 organismes et entreprises de l'industrie du livre, en partenariat avec le gouvernement du Québec, ont initié Je lis québécois, encourageant ainsi la population à explorer davantage la richesse littéraire du Québec dans les bibliothèques et les librairies d'ici. Avec cette initiative sont nés les Midis Je lis québécois, une activité virtuelle pendant laquelle des auteurs et autrices invités viennent partager leur univers de création avec le public. Animés par des personnalités de divers horizons, ce sont des causeries sur la lecture et l'écriture avec une vingtaine d'écrivaines et d'écrivains d'ici. Tous les styles littéraires sont au rendez-vous et même il y a des samedis midi avec des rencontres de créatrices et créateurs de livres jeunesse. C'est très intéressant et c'est tous les mardis et jeudis midi sur Facebook jusqu'au 22 juin. Pour tout savoir sur la programmation, les midis Je lis québécois et aller à la rencontre d'auteurs d'ici, ça se passe sur jelisquébécois.com ainsi que sur la page Facebook Les midis Je lis québécois. C'est la 4e édition du Salon international de la femme noire du 28 au 30 mai 2021. Une plateforme visant à célébrer la femme noire et son influence à travers le temps et les générations en développant l'estime et le dépassement de soi. Cette édition a pour thème cette année « Femmes phénoménales » au programme des conférences, panels de discussion, ateliers et propositions de ressources pour la réalisation de projets personnels et professionnels. Tout se passe en ligne. La programmation et les achats de billets sont sur sifnmontréal.com. Merci Myriam. On retrouve notre invitée Renée Claire Mendy. Alors vous m'entendrez des fois l'appeler Renée, l'appeler Claire, parce qu'elle est chanceuse, elle a 2 prénoms. Renée, parlez-nous un peu de ces pagnes faits à partir d'écorces d'arbres. Je t'avoue que ça m'intrigue beaucoup. De quoi on parle, puis on les retrouve où? Comment on les utilise ces pagnes-là? Et alors, il faut savoir que traditionnellement, dans des pays comme l'Ouganda, parce que c'est vraiment l'un des pays qui a fait le plus de pagnes à partir d'écorce, on appelle ça, il y a plusieurs noms selon les pays, mais celui d'Ouganda, c'est celui vraiment qui a eu le plus de visibilité, notamment sur les défilés de mode. Et en fait, le nom le plus connu, c'est tapa. Et en fait, on prend une écorce d'un figuier, d'une famille d'un figuier,
dont je parle évidemment dans le livre et aussi dont je parle sur ma chaîne YouTube Femmes au pluriel. Il y a toute une vidéo qui doit faire 5 minutes qui parle que de ça, que de l'écorce d'arbre battu. Et donc, je montre vraiment le différent procédé. Donc, c'est vraiment une écorce d'un figuier qui est retirée, qui est tapée. Et là, c'est le métier des hommes. Ce sont les hommes qui tapent jusqu'à ce que ce soit souple. Ensuite, c'est étendu au soleil pendant quelques heures, histoire que ça s'oxyde, etc. Et on retravaille encore l'écorce jusqu'à ce qu'elle soit souple. Et ça donne vraiment un tissu qui devient à la fois souple et feutré et sur lequel on peut faire différents designs, travailler. Moi, j'ai vu plusieurs défilés avec du tapa, donc de l'écorce d'arbre battu. Et là, c'est typiquement... Et au début, vous savez, avant que la cotonnade n'arrive, l'homme africain s'habillait beaucoup de feuillage, notamment de tapa ou de peau de bête. Donc, voilà. Raffia, puis le raffia dans l'habillement, mais aussi dans la décoration, hein, beaucoup dans le design. Puis, on voit que ça revient. Moi, je dis que c'est pas une mode, parce que vous avez parlé des Chris Seydou, des Alfadi et autres. Puis, ça a été beaucoup utilisé dans la haute couture aussi. Dior l'a utilisé, d'autres l'ont utilisé. Actuellement... 1999, pardon? En 1999, effectivement. Dior, c'est le plus bel exemple. En 1999, il a fait une super collection dédiée au Maasai. Il en a fait d'autres. Hein. Voilà, ça fait partie des gens qui rendent hommage directement à l'Afrique parce qu'ils donnent carrément le nom Maasai à leur collection. Là, c'est clair, c'est pas de l'appropriation culturelle pour Absolument, moi. Dans ce cas-là, c'est un homme. C'est un honneur, puis on met les tissus en avant. Mais actuellement, où on les retrouve? Est-ce que c'est encore dans la haute couture, dans le design, la décoration? Est-ce qu'il y a une belle présence et une utilisation de ces tissus africains? Oui, bien sûr, évidemment, ce sont des tissus qui sont faits à la main. Donc, qui dit fait à la main parle d'artisanat d'art, effectivement, d'une perte du métier, dans le sens où il y a de moins en moins d'artisans qui savent faire ces textiles-là. Ils sont difficiles à trouver, ils sont coûteux, ils sont chers, mais on les trouve. Par exemple, si vous allez au Sénégal, Aïssa Dione, elle a réussi à transformer les métrages traditionnels des rabals pour en faire des pièces beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges. Elle vend son rabal dans la décoration, dans l'ameublement, à travers le monde. Et c'est vraiment, le rabal est vraiment un textile qui peut être assez épais, qui peut être plus souple, qu'on peut faire de manière à ce qu'il soit un peu moiré avec des reflets, etc. On peut y rajouter du fil d'or, on peut y rajouter de la soie, etc. Donc oui, on trouve encore des tissus traditionnels africains sur le continent. Vous allez à Ségou, au Mali, par exemple, qui est le pays du Bogolan. Là, vous allez au centre d'artisanat. Il y a un lieu à Ségou où on ne fait que du Bogolan. Donc, il va évidemment du Bogolan que vous allez trouver au marché de Bamako, qui va être fait rapidement, qui va pas être bien séché parce qu'il va être fait pour être vendu rapidement à des touristes. Si vous allez à Ségou, vous allez trouver un bon Bogolan qui a été séché et honnêtement, vous le ramenez chez vous, il n'aura aucune odeur parce que le process de décoction avec les plantes, parce que c'est ça le Bogolan, c'est de la teinture à la boue avec une décoction de plantes, c'est ça que ça veut dire en bamanan. Et donc, vous allez avoir un Bogolan, mais de qualité parce qu'il a été bien fait. Donc oui, on trouve encore ces textiles, en général dans les pays d'origine. Moi, je me suis fait offrir par un ami congolais il y a quelques années de magnifiques laits de Ntchak, de DRC, de la République démocratique du Congo. Magnifique, donc on en trouve encore. Un peu coûteux, difficile à trouver, mais on en trouve. Évidemment, vous trouvez nos textiles dans des musées, les musées de Bâle, et il y en a d'autres. Vous les trouvez évidemment en décoration intérieure. C'est magnifique d'avoir un lait comme ça de Ntchak, comme des rideaux, ou les mettre en jeté de canapé ou en coussin. Donc oui, donc c'est d'ailleurs un de mes chapitres, c'est le chapitre 4, où j'explique que, à mon avis, les tissus traditionnels africains ont une grande pièce à jouer et l'avenir m'a donné raison, hein, puisque j'ai écrit ce livre il y a à peu près 12 ans. Dans la décoration intérieure. Voilà. Et on va d'ailleurs avoir quelques images de votre chaîne YouTube où vous expliquez très bien ça en termes de design d'intérieur. J'ai eu beaucoup d'intérêt à voir cela, puis on va le partager avec nos téléspectateurs. Et pour parler des tissus africains encore qui prennent trop de place et qui ne sont pas authentiquement africains dans le VAX. Tout le monde identifie le VAX à l'Afrique.
est-ce que il n'y a pas quand même une part de vérité si on sait que oui, le process est javanais, ça a été importé par des Hollandais, Vlisco notamment, mais ça porte quand même une identité africaine avec les Nana Benz, dans les designs. Le wax est-il africain ou pas? Ce que vous dites est à la fois vrai et très intéressant. Évidemment, le wax, qui veut dire un imprimé à base de cire, d'où le terme wax, est hollandais. Ça, c'est vrai, évidemment. Et je le raconte dans le livre. Et d'ailleurs, je lui consacre un tout petit passage parce qu'à l'époque, j'allais dans différents événements, il y avait du wax partout. Et c'est vrai que je ne pouvais plus voir le wax en peinture. Et donc, j'avais appelé ce chapitre « Ces tissus qui n'ont d'africain que le nom ». Voilà. Donc, c'est clair que le wax est à l'origine un procédé donc utilisé d'abord, inspiré du process des Javanais avec l'impression à rouleau, etc. Mais le wax, il existait déjà dans l'ameublement en Hollande. Les Hollandais, ce wax-là, pas évidemment celui que l'on connaît aujourd'hui, qui est très coloré, qui a été fait pour un marché africain, mais le wax, tel qu'il utilise, ce tissu à la cire, il existait, et les Hollandais en faisaient des tissus. Ça, c'est la réalité, on ne pourra pas la changer. En revanche, ce qui est vrai, ce que vous avez très bien dit, c'est que les Africaines se sont appropriées ce wax hollandais. Il y a d'autres tissus un peu moins coûteux, il y a le Java, il y a le Fancy, effectivement, il y a différentes catégories, il y a le Super Wax, etc. Effectivement, c'est devenu africain parce que les Africaines se sont appropriées ce textile en faisant ces magnifiques tenues qu'elles savent si bien porter, et aussi parce que ceux qui ont fait le wax pour les Africaines se sont adaptés au goût du continent. Ceux qui faisaient du wax au Sénégal se sont adaptés aux couleurs qu'aimaient les Sénégalaises. Ceux qui en faisaient au Congo aux couleurs flashy et très vives des Congolaises. En Côte d'Ivoire, pareil. J'ai visité en 92 au Bénin une usine qui n'existe plus, mais à l'époque, il m'avait montré comment les designers faisaient des dessins effectivement avec la mentalité d'avant africaine. Par exemple, je me souviens que les Paul Jacques avaient commencé à un moment, quand ils avaient vu les premières voitures, à faire des symboles avec des voitures. Et ben pareil, ils faisaient des dessins avec des noms donnés aux pagnes qui interpellaient les Africaines. Ton pied, mon pied, mon mari est capable, l'œil de ma rivale, avec des dessins et des couleurs qui sont adaptées aux Africaines. Donc oui, ils ont réussi à séduire ce public. Effectivement, on peut dire que le wax est devenu africain parce qu'elles se sont appropriées, comme elles savent si bien faire les femmes africaines, ces textiles, mais à la base, ce sont des tissus européens. Voilà. Puis qui prennent beaucoup de place. Hein. C'est aussi le cas du bazin. Oui, malheureusement, du bazin, des brodés aussi. Et ce ne sont pas des tissus authentiquement africains. Et on arrive bientôt à la fin de l'émission. J'aimerais quand même avoir ton avis sur le fait que nos sociétés modernes se préoccupent beaucoup d'écologie. Il y a une conscience environnementale. Il y a aussi ce pas vers le numérique. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact négatif sur la production de tissus authentiques, surtout quand on parle d'écorce d'arbres et autres? Moi, je crois pas. Je sais qu'il y a de nombreux créateurs, aussi bien au Togo, en Afrique du Sud, au Mali, qui justement ont une grande conscience de l'écologie et utilisent non pas des teintures industrielles, par exemple, qui seraient nocives, mais des teintures artisanales, naturelles. Au contraire, c'est le moment plus que jamais d'arriver par exemple à faire comme on fait au Bénin des magnifiques teintures, ou en Guinée des teintures à l'indigo qui est à la base une feuille, ce sont des plantes. Donc au contraire, je pense que c'est le moment où les Africains devraient, les créateurs qui le peuvent, devraient essayer de mettre en avant les apports que nous avons naturels et faire de la teinture et profiter du numérique, parce qu'on n'est pas en retard sur le numérique justement, et profiter du numérique pour pouvoir vendre au monde leurs créations. Le monde nous déverse ses créations, la Chine nous déverse ses créations.
pourquoi est-ce que l'Afrique ne vendrait pas ses créations à travers le monde? Nous avons une mode tout à fait contemporaine, des artistes et des artisans et des stylistes décomplexés qui font des créations qui sont portables par le monde entier. Donc au contraire, on devrait profiter du numérique comme étant une chance, une ouverture sur le monde. Merci beaucoup, René Mendy. C'était un plaisir de vous entendre parler de cette passion qui vous anime. Et j'imagine qu'il y aura une suite à ce livre, ou en tout cas, vous allez continuer à porter cette mode et ces tissus authentiques africains. Oui, alors effectivement, je prévois une suite, mais là, le livre qui va sortir à la rentrée, je garde un peu les tenants et les aboutissants. Ce sera un autre domaine, mais je suis en train effectivement de finaliser un bouquin. Mais sinon, pour retrouver tous ces textiles dont on a parlé, toute cette passion qu'on peut avoir autour des tissus traditionnels, des tissus authentiques, des tissus nobles, j'invite nos amis du Québec et du monde qui nous regardent à suivre notre chaîne YouTube femmeaupluriel.com FP, et puis à regarder aussi le magazine en ligne où j'essaie de partager un peu cette passion que j'ai depuis petite pour nos traditions. Merci René Mendy, c'était tout un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. On peut en parler encore pendant des heures de ces tissus africains, d'authenticité et de culture métisse. Nous allons d'ailleurs nous quitter sur un coup de cœur, le coup de cœur de la rédaction, qui est aussi un apport entre deux peuples, le Sénégal et le Québec. Zal Sissoko et Carole Plante dans Kora Flamenca, un titre qui a été très primé et que Myriam Matondo va vous présenter plus en détail. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Encuentros, un extrait tiré de l'album Kora Flamenca du musicien virtuose de la kora et griot Zal Sissoko, avec la participation notamment de Caroline Planté, guitariste flamenco. L'album a remporté un Félix dans la catégorie Album de l'année Musique du Monde au Gala de la Disque 2020. Hallelujah.